affectés. Daouda, commentaire justement sur la déclaration du CNDH. Merci beaucoup, Christelle. Je pense que la déclaration du CNDH, c'est une déclaration qui est normale dans la mesure où aujourd'hui, même s'il y a un distinguo qui est fait entre les différents types de déguerpissement, celui de Koumassi attire véritablement l'attention quand on sait qu'il y a une violation flagrante des droits de l'homme, dans la mesure où le communiqué du procureur que nous avons pu voir hier ou avant-hier, je crois que c'est hier, non? Avant-hier. Avant-hier, tout porte à croire que M. Alou Brou n'avait pas l'autorisation de casser ne serait-ce même qu'une seule maison, mais il s'est fendu de... il est allé dégager, pour utiliser ses propres termes, près de 10 hectares. C'est pratiquement un peu plus de 20 000 ou 30 000 familles qui sont aujourd'hui à la rue. Donc, je pense que le Conseil national des droits de l'homme aujourd'hui, en faisant ce communiqué-là, attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il faut régler ce problème-là. Mais Christelle, quand on finit de parler... J'aimerais aussi que vous puissiez regarder, observer l'attitude, la réaction de certains partis politiques justement face à la situation. Et c'est là où j'en finis justement, parce que, vous savez, dans ce pays, moi j'ai toujours eu tendance à dire que lorsqu'il y a un problème sociétal, il faut le régler de façon sociétale. C'est vrai que la politique s'intéresse à tout. Tout à fait. Mais tout n'est pas politique. Parce que ceux qui ont été déguerpis à Koumassi, il y a des militants du RHGP dedans. Oui. Il y a des militants du PDCI qui y sont. Il y a des militants du PPACI, de tous les bords politiques, ils y sont. Donc il faut avoir un regard sociétal. Aujourd'hui, comme un seul homme, tous les Ivoiriens sont d'accord pour dire que la situation des campements est une situation notamment qu'il faut régler et il faut pouvoir recaser les gens. Je pense que vous en avez fait même le sujet d'une ligne ouverte. Tout à fait. Mais quand je vois le groupe parlementaire PDCI, j'ai envie d'utiliser le thème de notre président national, Jean-François Kouassi, se pavaner là-bas. De cette manière, je veux dire... Pourquoi je le dis, pourquoi... N'ont-ils pas le droit d'aller donner leur point de vue sur la situation? Ils ont le droit, Christelle. Mais ce qui est gênant dans l'affaire, c'est que aujourd'hui, diriger, c'est-à-dire que l'administration, c'est la continuité. Tout à fait. Aujourd'hui, la conséquence de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à Koumassi, c'est la suite logique de la déliquescence, de la gestion de notre État depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il vous souviendra que M. Alou Brou Jean, dans son document, il disait quoi? Il était 3e adjoint au maire, sous le maire Assalé Adou. Donc c'est depuis les années... PDCI, c'est ça? Depuis les années 1988 jusqu'en 2000, c'est sous un magistère PDCI qu'il a pu avoir ce terrain. Qui était ministre de la construction à cette période-là? C'est Ezan Akele qui était ministre de la construction. Voilà. Donc je veux dire, aujourd'hui, là, les politiciens doivent sortir de ce dossier et laisser l'État central gérer le problème et laisser les populations aller au front avec le gouvernement, de sorte à appeler le gouvernement à ses responsabilités. Quand vous tous, vous avez fait des bêtises pendant des années, vous tous, parce qu'aujourd'hui... Oui, parce que j'aimerais qu'on aille plus loin. Oui, je vais aller plus loin. Vous revenez sur la période... Je reviens sur la période... Le ministre Ezan Akele qui gérait donc la construction. Qui gérait la construction. Parce qu'aujourd'hui, si on veut ouvrir la boîte de Pandore, le nombre de cadres PDCI aujourd'hui qui sont dans une forme de dynastie foncière en Côte d'Ivoire. Dynastie foncière? Oui, dynastie foncière. Les baies de lagunes ici, qui appartiennent aux familles, ils veulent qu'on en parle. Les baies les milliers d'hectares que les familles ouniennes ont, ils veulent que les gens en parlent. Parce que quand Alou Brou Jean avait ce terrain-là, je l'ai dit la dernière fois ici, il y avait délit d'initié. Il y avait véritablement un délit d'initié. Et justement, personne ne met en cause le fait qu'aujourd'hui, le monsieur avait ces documents-là. Moi, je pense, à mon humble avis. Vous pensez que ce sujet-là nous ramène justement au lien que vous faites? Mais bien sûr que ça nous ramène, Christelle, parce que le vrai problème aujourd'hui, quand le PDCI qui sort... Parce que vous parlez de dynastie foncière. Mais c'est une dynastie foncière. Quand vous regardez Makori qui appartient pratiquement à des familles, si vous prenez la zone d'Abidjan, allons fouiller dans le cadastre, allons-y fouiller dans le cadastre, le nombre de personnes, de 4 PDCI qui ont des hectares en pleine ville d'Abidjan, est-ce qu'on peut finir d'en parler? Le véritable problème, moi, c'est pas ça qui est le plus important pour moi. Je sais une chose, la politique, c'est une question d'opportunité. On choisit les opportunités pour taper sur son adversaire. Mais là, actuellement, il y a 40 000 familles qui sont dans une situation de détresse.
Il faut arrêter la pornographie de la douleur, parce que c'est que le PDCI fait, moi j'appelle ça de la pornographie de la douleur. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans le dénouement. Dans le dénuement. Mais allons-y en France. Et c'est pour cette raison que j'aime bien Jean-Luc Mélenchon. Dans les autres pays, quand l'opposition veut mener des actions, elle ne vient pas pour parler, pour dire fais ci. Elle va prendre un cabinet d'avocats, elle va constituer les victimes en association, de sorte à poursuivre. Le COJEP l'a fait aussi, de sorte à poursuivre l'État central devant le Conseil d'État. Donc pour vous, dans cette situation, le PDCI n'aurait rien à dire? Pour moi, en fait, ce qu'il dit, c'est pas ça qu'il faut dire. Venir s'asseoir, venir faire de la fanfaronnade sur la question, venir faire comme si nous, on était au courant de rien. Tu étais au courant de quelque chose, tu savais des choses. Au moment de ta gestion, tu n'en as pas parlé. Et aujourd'hui, ce qui arrive à commencer là, c'est très grave. C'est très grave. Ce n'est pas une question de RAGP, parce que ce soit le RAGP, le PDCI, le PPACI, le COJEP, tous ces partis politiques-là sont à la base de tous ces problèmes que nous avons. Donc pour moi, il faut avoir un regard sociétal sur la question et ne pas mettre dans la politique. Parce que Christian, ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le PDCI va commencer à dire non, il faut couper telle tête, il faut couper telle tête, les gens du RAGP vont finalement se dire aussi... Parce qu'ils ont appelé la démission, justement. Ils ont appelé la démission du ministre Vagondo. Les gens du RAGP vont rentrer dans une spirale de se défendre. Et en se défendant, à quoi est-ce qu'on va assister? À une guerre des tranchées. Les victimes. On va assister à une guerre des tranchées entre le parti au pouvoir et l'opposition. Pourtant, la question réelle, la vie des populations de Koumassi campement est en danger. Leur situation n'a pas été réglée. C'est pour cette raison que je veux qu'on ait un regard compatissant vis-à-vis de ces personnes-là. Réglez leurs problèmes d'abord. Lorsqu'on va finir de régler leurs problèmes, après vos palabres de politiciens, vous allez les gérer. C'est ça qu'il s'agit. J'aimerais avoir votre commentaire justement sur le point du CNDH d'abord, et puis la réaction des partis politiques en pole position, le point du PDCI-RDA, puisque c'est de cela que Daouda a fait mention, avec certains éléments. Et je retiens le mot, il a parlé de dynastie foncière. Allons-y pour votre point. Oui, le point du CNDH, il est tout à fait normal. Hein. C'est la Commission nationale des droits de l'homme. Il y a visiblement des droits de l'homme qui sont violés. Il monte au créneau, c'est bien. Alors, Daouda parlait de boîte de Pandore. Oui, c'est une boîte de Pandore qui vient de s'ouvrir avec le Alu Gates, n'est-ce pas? L'homme qui valait 34 hectares. Eh bien, les responsabilités sont partagées, Christelle. Oui, les responsabilités sont partagées. On fustige côté district, n'est-ce pas, peut-être la méthode, le manque de communication. Mais les municipalités, les élus locaux ont leurs responsabilités. Il me souvient, il y a un an, que le ministre-gouverneur Cissé Bakongo a eu une réunion avec les 13 maires du district d'Abidjan. Il a eu ensuite des séances avec eux à ses bureaux au cabinet du district. Il a même fait des descentes dans leur commune pour les voir. Il s'agissait donc de déterminer la liste des zones à risque que nous avons lues ici la dernière fois. Mais une fois que ces réunions sont passées, qu'ont fait les édiles, donc les maires? Ont-ils préparé les populations? Parce que ce déguerpissement n'est pas né ex nihilo. Du tout. Je ne parle pas de Koumassi campement qui est un cas de gougandinerie à part, n'est-ce pas? Mais je parle des zones à risque. Alors, une fois qu'ils ont eu ces rencontres avec le ministre-gouverneur, il n'appartenait pas... Où les sites à déguerpir étaient bien nommés. Ont été déterminés. Vous verrez qu'il y en a dans toutes les communes. Il n'appartenait pas au ministre-gouverneur de descendre sur le terrain pour aller préparer les populations au déguerpissement. Je parle d'un an. Donc, il y a eu la saison sèche, notamment avril, mars, congé de Pâques, où les enfants sont à la maison, ils ne sont pas en cours, donc on peut faire des opérations. Donc, il appartenait aux élus locaux d'aller à la rencontre de leur population dans ces zones dites à risque pour dire « Attention, avant la saison des pluies, le district va procéder à votre déguerpissement, il faut vous préparer. » Voilà leur responsabilité. La deuxième responsabilité que j'indexe, j'ai vu, je pense, passer ce matin un communiqué du conseil municipal de Port-Boué qui demandait l'arrêt immédiat des travaux de déguerpissement. Je veux bien, mais le malade, il est déjà mort. On parle de 100 000 personnes déguerpies. Vridi, Cité, Zimbabwe et consorts. Et voilà. Alors, ce n'est pas lorsqu'on arrive à la 3e cité qu'on tape du poing sur la table. Non. Je veux bien que la municipalité nous dise qu'elle n'a pas été avertie au moment où les pelleteuses venaient. Mais une colonne de pelleteuses qui traverse votre commune,
Une grande commune comme ça, il y a au moins 50 conseillers municipaux. Tout à fait. Mais comment? Parce que ce n'est pas un seul tank qui va pour détruire un quartier, c'est une dizaine. Comment la colonne a pu donc Alors, traverser? comment la colonne peut traverser une commune sans que les autorités, maires, adjoints au maire, conseillers municipaux? Non, il faut mettre un système d'information dans votre commune. Ça veut dire que la commune peut être attaquée, personne n'est au courant. Non, ce n'est pas comme ça que cela se passe. La communication, messieurs les élus, ce n'est pas le personal branding. Non, c'est la distance qu'il y a entre l'information, donc une mise en demeure, telle que vous l'avez définie avec... Et c'est aussi la veille, justement. Voilà, telle qu'elle a été définie avec le gouverneur du district et le passage à l'acte. Ce laps de temps-là, vous auriez dû l'occuper à préparer les populations au déguerpissement parce qu'on parle de zones à risque. Après, quand la chose est faite, le personal branding, ça ne peut pas m'émouvoir. Non, les responsabilités sont partagées. Daouda a parlé tout à l'heure de certaines responsabilités. Moi, ce que je reproche au district, c'est qu'une fois qu'on va passer à l'acte, mais il faut prendre l'opinion publique à témoin. Ce n'est pas parce qu'on a déjà donné une mise en demeure qu'il faut y aller comme ça. Il y a une stratégie qui a manqué. Il y a une stratégie. Il me souvient, je terminerai là-dessus, dans une vie antérieure, avoir mené une communication sur un type de cas comme ça. Pas un déguerpissement à grande échelle, une libération de trottoirs, des ordres urbains. Mais j'ai proposé 3 mois de communication à l'autorité qui, à l'époque, m'avait écouté. On a fait des réunions de proximité, mais aussi on a pris l'opinion publique à témoin avec ce que cela coûte comme en cas presse, comme passage télé, etc. Ça a un coût. Les municipalités ont l'argent pour payer cela. Diantre. Mais en fait, on reviendra sur le point de la stratégie, on en parlait la dernière fois, la stratégie globale d'information population, de relance d'information, et puis par derrière, maintenant, la tactique à mettre pour voir comment on arrive à faire le moindre mal possible aux populations. Herman, votre commentaire justement sur la réaction du communiqué CNDH, et puis réaction de certains partis politiques. Herman, vous avez la parole. Contrairement à mes 2 prédécesseurs, je trouve que le communiqué, la déclaration du CNDH est quand même venue un peu en retard. Parce que eux-mêmes, ils ont dit que depuis le 20 mai, que les déguerpissements ont commencé avec les démolitions dans certains quartiers précaires. Ils attendent 3 semaines après, et le jour qu'ils sortent leur communiqué, leur déclaration, ça coïncide avec le communiqué du procureur de la République. Comme si on attendait le judiciairement correct avant de prendre position. Parce qu'aujourd'hui, tant que la justice même fait le balai, un Conseil national des droits de l'homme qui vient à la suite de cela donner un commentaire, donc vous dénoncez le timing, juste opposé au même contenu du procureur de la République, je ne vois pas trop l'importance. L'intérêt, on aurait eu un intérêt, en ce moment ça aurait bousculé les choses, on aurait fait leur travail si c'était venu bien avant le communiqué du procureur pour moi. Mais quoique, ils l'ont fait, on espère que tout ce qu'ils ont mis comme recommandation, ça sera entendu. Deuxième chose, moi, vraiment les partis politiques sont dans leur rôle, de l'opposition surtout. Leur travail, c'est d'être là pour contrer le pouvoir. Ils sont là en termes d'action de contre-pouvoir. C'est de dénoncer ce qu'ils estiment qui n'est pas correct. Ce n'est pas à eux de venir montrer ce qui est bon forcément, quoique il y a certains qui le font. Donc eux, ils estiment que sur ces aspects de démolition, ils prennent, vraiment, ils sont opportunistes. On ne peut pas leur vouloir d'être opportunistes, de jouer sur ce qu'ils estiment qui soit des bandes noires du pouvoir en place. Donc pour moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui tous ils parlent social. Non, eux sont des hommes politiques, des acteurs politiques. Ils viennent dire que sur le coup, parce que le fait il est où? Aujourd'hui, on constate qu'il y a des déguerpissements. Certains parlent de pourquoi on n'a pas donné de trêve pluviale, pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu à que les enfants finissent leurs examens et autres. Voici les cas. Est-ce qu'on a regardé ces aspects? Non. Donc les partis de l'opposition, eux, ils viennent faire remarquer que cela, ça n'augure pas. Et c'est même pas eux. J'ai vu l'aîné à la fin sur un plateau dire que ne pensez même à un déguerpissement, il n'y a rien de visage humain dedans. C'est-à-dire qu'il estime que ce que
le visage humain d'un déguerpissement ne peut pas exister. Parce qu'un déguerpissement, déjà, c'est de mettre des familles... voilà. Donc, c'est un point de vue qu'on peut quand même challenger. On a le cas de on revient encore sur le cas de Koumassi Campement. 10 hectares dans de zones bâties, démolies parce qu'il y a eu des anarcheurs. On pourrait le dire aujourd'hui. Il y a eu quelqu'un qui est arnaqué, puisque c'est lui qu'on recherche aujourd'hui. Il a dit qu'on ne devait pas le faire, mais on l'a fait. Et c'est des pelleteuses qui sont des colonnes. Tout dernièrement, la fois dernière, l'aîné Marius Comoué parlait des coquins et autres, leurs coups et autres, avec présence de forces publiques, c'est-à-dire qu'il y a les forces municipales. Il y a la police municipale, certains pas de police, police même ordinaire, régulière. On ne sait pas d'où est-ce que les autres sont venus. Mais dans un pays, donc il y a lieu que les gens s'inquiètent et que les partis politiques de l'opposition jouent sur cet aspect de laxisme, de négligence, d'inaction, et qui, aujourd'hui, c'est vrai, on cherche à régler le problème. On dit, l'autre, j'ai vu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, 600 milliards qu'il faudrait que le nommé, le sien, monsieur, comment il s'appelle là, à lui... On va vérifier l'information. Voilà, qui doit, monsieur 34 hectares, doit régler. Donc je veux dire que, on aurait pu l'éviter. Il suffisait simplement qu'on arrête dès que les populations ont commencé à pleurer. Parce que 10 hectares, les amis, ce n'est pas une parcelle de 400 mètres carrés qu'on détruit en une journée. Les gens sont venus avec toute une logistique pour détruire. C'est-à-dire que dans une commune, dans une zone urbaine, et aujourd'hui, le seul responsable, c'est M. Alu, qui était concerné que par 5 habitations. Voilà. Donc c'est des interrogations qui donnent plus ou moins la voix à l'opposition pour parler de l'opposition dans son rôle. On ne peut pas venir dire pourquoi est-ce que le PDCI vient aujourd'hui parce qu'il a eu à gérer. Non, la gestion, elle est continue. Quand tu hérites d'hectares d'un régime, tu continues de bonifier. C'est pourquoi même les gens t'ont accordé leur suffrage. Pour que tu puisses faire en sorte qu'ils soient épanouis et non pas leur faire revivre les années 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. Le temps, malheureusement, ne nous permettra pas de faire un second tour de table, mais il y a vraiment matière à échanger. Docteur Barry, on viendra sur votre point, et puis on terminera sur le visage humain sollicité, demandé par le chef de l'État. Personnellement, je pense qu'on peut le faire si on établit cela dans une stratégie. Je comprends ceux qui disent un déguerpissement n'a pas, ça je comprends, mais j'estime que si nous mettons la bonne stratégie, on sait bien que ce site n'est pas à utiliser, on l'a laissé être colonisé. Si on veut déplacer des populations, on trouve des sites de recasement où ils sont dignement installés et puis on leur demande de partir avec un temps bien précis. S'ils ne veulent pas bouger, alors là maintenant, la force publique pourra intervenir, mais on sait où ils partent. Mais comme ça, et puis ils sont sous la pluie ou au regard des étoiles, ça on a un challenge avec. Docteur Barry, votre point. Oui, Christelle, revenant au CNDH, je pense que mieux vaut tard que jamais. Ça peut faire 1 semaine, 2 semaines. L'essentiel, c'est que la communication ait lieu. Est-ce que la communication est pertinente? La réponse est oui, parce qu'elle fait des constats et elle fait des propositions au gouvernement, quitte à ce dernier de prendre les décisions qui s'imposent. Revenant aux questions des partis politiques qui se prononcent ou qui font des gestes par rapport à la situation qui concerne Koumassi Campement, la politique, c'est une question d'opportunité, je peux comprendre. Ils ont voulu saisir l'opportunité pour marquer le coup contre le parti au pouvoir. C'est ça la politique, hein, quoi qu'on dise. On peut trouver que ce n'est pas humain, mais c'est ça aussi la politique. Maintenant, l'opportunité, elle n'est pas pour un seul camp. Elle est pour tous les camps. Donc, Monsieur le Président de la République et le gouvernement, c'est aussi une opportunité pour le gouvernement de questionner la gestion du cadastre ivoirien. Parce que Daouda a parlé des dynasties foncières. Généralement, quand on parle des déguerpissements, les personnes qui sont les plus touchées, ce sont les personnes un peu vulnérables, je dirais, qui habitent soit des zones dangereuses pour leur sécurité, mais on ne questionne pas certains qui ont acquis, comme M. Alou, des soixantaines ou des trentaines d'hectares en zone urbaine, souvent par la générosité d'un ministre ou par la générosité d'un haut cadre de l'administration. Parce que jusqu'en 1980, je pense qu'il n'y avait pas d'élection municipale en Côte d'Ivoire, les maires ils étaient nommés, donc à partir de 80, il y a un virage. Donc monsieur, le cas Alou pose la question du cadastre en Côte d'Ivoire, pose la question du foncier urbain ou du foncier tout court. Donc cette opportunité que le gouvernement a,
d'abord, c'est de redorer son blason. Parce que quoi qu'on dise, ce que M. Alou a fait, les responsabilités doivent être situées. Qui a fait quoi? Herman a parlé d'ordre. Qui a donné l'ordre? Mais au-delà de tout ça, il faut complètement toiletter cette question du cadastre et du foncier urbain. Parce que Daouda a cité de grandes familles, mais elles ne sont pas seules. Je pense qu'à Abidjan, il y en a qui ont beaucoup d'hectares. Souvent, on ne sait pas comment ces hectares ont été acquis. Donc c'est une opportunité pour le gouvernement de saisir cette balle au rebond pour clarifier les choses. Ici à Abidjan, à Cocody, tel quartier appartient à qui? Comment il l'a acquis? Pour qu'on puisse savoir réellement... Il y a des quartiers qui appartiennent à des familles, selon vous? Bon, je ne dis pas des quartiers, mais des hectares. Christelle, est-ce que vous savez que M. Alou avait 34 hectares avant le scandale? Donc peut-être qu'il y en a qui ont 150 hectares, que sait-on jamais? Peut-être un quartier. Monsieur Alou, il n'était que troisième adjoint au maire. Imaginez les ministres d'État de l'époque, les ministres tout court, les présidents d'institutions. Peut-être qu'il y en a qui ont 200 hectares. Peut-être que M. Alou, c'est une aiguille dans une boîte de foin. Donc c'est aussi une opportunité. Autant les partis politiques d'opposition ont le droit, c'est leur droit, ils font de la politique, on ne peut pas leur reprocher ça. Autant au gouvernement de saisir la balle pour toiletter cette question du cadastre et du foncier urbain. Merci. Après on verra qui osera parler devant les caméras. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.